Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être là, très honoré. Je dis toujours que chaque fois que je viens aux AEA, je mange et je bois davantage en 3 jours que normalement en un mois. Donc, donc je vais vous parler un petit peu, on discutait avec Eric de ce dont on pourrait parler. Et l'idée, c'est qu'en fait, ces dernières années, on a assisté à une espèce d'évolution en quelque sorte, où moi je me souviens quand j'ai fait de l'orthopédie en France, j'étais interne d'orthopédie, on avait un patient qui venait pour une prothèse de genou ou un ligament croisé, et il restait 6 semaines à l'hôpital, on faisait de la rééducation, etc. Et maintenant on est arrivé au stade où, je dirais, les 2 tiers à peu près des prothèses de hanche, des prothèses de genou qu'on fait, on les renvoie à domicile le jour même. Ça c'est une pub que j'ai vue près chez mon fils dans le Queens, c'est assez, ça m'a bien amusé. Et donc il y a eu une évolution qui s'est faite, où en fait, là aussi de notre côté, du côté anesthésique, on avait tendance à dire, bon ben, on fait une prothèse de hanche, une prothèse de genou, on va leur endormir la jambe entière, comme ça ils n'auront pas mal, ils seront contents, ils passeront une bonne nuit. Et en fait, il y a toute une évolution qui s'est faite pour dire, en fait, bon, c'est poussé par les chirurgiens d'un côté qui veulent une rééducation précoce pour avoir de bons résultats. C'est aussi poussé aux États-Unis en particulier par les compagnies d'assurance qui disent on ne va pas payer une nuit d'hôpital, donc vous vous débrouillez, vous rentrez chez vous avec des médicaments. Mais maintenant on fait lever les patients en salle de réveil, ils marchent avec les rééducateurs et puis quelques heures plus tard ils rentrent chez eux. Donc c'est quand même une grosse différence par rapport à ce qu'on faisait avant. Et le concept, c'est aussi de dire, mais finalement, on n'a pas besoin d'avoir un score de douleur à 0. On les ramène à 3 ou 4, c'est tolérable. Bon, ils ont mal, on les prévient à l'avance, on leur dit, voilà, vous vous faites opérer, vous allez avoir un mal, un peu, mais vous allez marcher. Et donc, parallèlement à ça, on fait des blocs de plus en plus distaux. Avant, on faisait des blocs, disons, fémoraux, sciatiques, etc. Et maintenant... Le canal des adducteurs, je ne vais pas en parler beaucoup parce que c'est quelque chose qui est présent depuis longtemps. Mais je vais parler un petit peu de 2 blocs qui sont relativement récents. Le PENG est assez récent puisque, en fait, c'est sorti, le premier article, je crois, est sorti vers 2019. Et je vais parler de l'IPAC aussi pour le genou, où là, ça date de 2012. Mais c'est encore quelque chose de relativement récent. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'il faut bloquer pour une chirurgie de la hanche? Alors, il y a la capsule articulation, la peau, les muscles, tout un tas de tissus qui sont un peu différents les uns des autres. Et parfois, on a tendance à grouper tout ça dans le même sac. Mais en fait, c'est très différent d'avoir une fracture du col fémoral ou une fracture intertrochantérique, une prothèse de hanche qui peut être par voie antérieure, par voie postérieure. Et maintenant, on voit de plus en plus d'arthroscopies. En fait, sont des chirurgies assez différentes. D'abord, il y a l'incision cutanée qui peut être différente en fonction de ce qu'on fait. Je vous avais qu'au départ, je pensais que je devais parler pendant 45 minutes et en fait, je me suis rendu compte que c'est que 20 minutes. Donc, je vais passer un peu plus rapidement. Mais vous voyez que le fémoral cutané latéral couvre une partie des incisions, mais pas la totalité. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire relativement facilement. Les muscles, si on fait un abord postérieur, on va couper les muscles. Si on fait un abord antérieur, généralement on passe entre les muscles, entre le sartorius et le tenseur du fascia lata. Mais là aussi, il faut en tenir compte. Ça va modifier notre stratégie pour l'analgésie. Et puis l'arthroscopie, pour moi, ça me fait penser à un supplice médiéval. C'est un peu le chevalet, où on étirait les gens. Et il y a quand même beaucoup de douleurs qui ne sont pas tellement articulaires, mais qui sont vraiment dans les muscles, dans les ligaments, qui vont être ensuite difficiles à traiter par un bloc. Donc, l'anatomie, c'est important de savoir de quoi on parle. Donc, ce que je vais dire, c'est que pour les muscles, une bonne partie des muscles qui sont couverts par le plexus sacré, qu'on va peut-être pas vouloir bloquer parce que sinon les patients ne peuvent pas vraiment marcher. La peau, effectivement, fémorale cutanée ou les autres. Et donc, le bloc PEG est parti plutôt d'une étude anatomique.
Donc au départ, ils ont fait une étude pour voir qu'est-ce qui énervait la capsule antérieure. Et donc il y a un certain nombre d'études qui ont été publiées dans le passé, mais là ils ont fait une étude assez poussée. Philippe Peng disait que ça leur prend à peu près 60 heures de disséquer un cadavre et d'isoler toutes les branches. Et donc ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'en fait, vous voyez, il y a des branches du nerf fémoral dans les 4 cadrans de la capsule antérieure. Et puis l'accessoire de l'obturateur en fait n'est présent que dans à peu près 30% des patients, mais il couvre une partie un petit peu qui est médiale. Et puis l'obturateur est plutôt distal. Mais bon, ça reste relativement statistique. Et donc il y a aussi des études de la capsule postérieure, mais je vais lever le suspense. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de fibres sensitives dans la capsule postérieure. C'est surtout des fibres qui sont des mécanorécepteurs qui vont permettre au corps de savoir dans quelle position est l'articulation. Donc en fait, on peut avoir une analgésie qui est loin d'être mauvaise uniquement en bloquant la capsule antérieure. C'était ça leur concept. Et donc l'idée, c'était qu'on va bloquer ces branches articulaires qui viennent du fémoral de l'obturateur, éventuellement de l'accessoire de l'obturateur, très près de l'articulation. Et donc on va injecter sur cette branche, qui est en quelque sorte la partie intrapelvienne, si on veut, de l'acétabulum, qui devient la branche iliopubienne. Et donc ils ont décrit ce bloc qui s'appelle le Peng. Donc il a utilisé son nom, c'est assez intéressant. Moi je ne pense pas que je pourrais faire la même chose, mais ça veut dire Pericapsular Nerve Group Block. Donc le bloc du groupe péricapsulaire. Et donc la technique qu'il a décrite au départ, enfin, je suis sûr que vous avez vu ça dans les ateliers hier, mais c'était qu'il part de l'épingle iliaque antéro-supérieur, glisse vers l'épingle iliaque antéro-inférieur et ensuite change un peu la direction de la sonde pour voir cette image, en quelque sorte en forme de cuvette, où on a le tendon du psoas. J'ai pas de pointeur là, celui-ci. Non, on n'en a pas. Okay. Bon, le tendon du psoas qui est marqué par un astérisque. Et ensuite, on va amener son aiguille sous l'iliopsoas, c'est le concept, et donc injecter là. Moi, ce que j'ai tendance à faire, et je ne suis pas le seul, mais c'est une technique un peu plus simple, où on part du pli inguinal, on voit la tête fémorale, cette image arrondie, et puis on remonte un tout petit peu en gardant le même angle pour la sonde, et on arrive à cette image avec le tendon de l'iliopsoas. Et donc, on va ensuite introduire son aiguille, aller toucher le fond. Et l'idée, c'est qu'on va traverser le fascia de l'iliopsoas et injecter derrière, là où sont ces branches. Alors, j'en discutais hier avec Philippe, qui me dit qu'il ne croit pas du tout à ça. Il nous expliquera peut-être pourquoi ensuite. Mais ils ont aussi fait une autre étude sur cadavre où ils injectaient 10 ml ou 20 ml. Et ce qu'ils ont vu, c'est qu'en fait, les branches de l'obturateur, si on injecte que 10 ml, ne sont pas aussi bien couvertes. Donc ils recommandent d'injecter généralement 20. Donc ça c'est pour vous montrer à nouveau le site de l'injection. Bon, et donc la première étude, pardon, c'était 2018, la première étude qu'ils ont publiée. En fait, ils avaient une petite série de 5 patients avec des fractures de hanche. Et vous voyez que finalement, ils ont d'assez bons résultats. La douleur au repos et au mouvement diminue de façon très significative. Le patient numéro 3, apparemment, avait une histoire où il prenait déjà des opiacés en pré-op, donc peut-être un peu moins sensible à l'analgésie. Mais ils avaient d'assez bons résultats. Et donc, il y a eu ensuite un certain nombre d'études. Moi, je vais passer assez rapidement puisqu'on a finalement assez peu de temps. Mais ça, c'est une étude qui compare un bloc fémoral avec le Peng pour les fractures de hanche. Alors, de façon intéressante, ils ont une analgésie qui est assez bonne dans tous les types de fractures. En fait, ils ont fait une analyse par sous-groupe ensuite, où ils montraient que ça marchait surtout pour les fractures du col, les fractures vraiment proximales, que les fractures pertrochantériques, intertrochantériques, ça marche un peu moins bien, ce qui est assez logique d'ailleurs, vu l'anatomie.
Il y a une étude sur les arthroscopies de hanches où bon, ils avaient un bon résultat en analgésie immédiate, mais finalement relativement peu convaincant. Et donc il y a une autre étude un peu plus importante où il n'y avait absolument aucune différence, vous voyez, pour le score de douleur immédiatement après la chirurgie, et puis vraiment aucune différence significative pour tous les autres scores. Et donc l'un des concepts que défend Philippe Peng, c'est de dire il faut passer ce fascia. Si on injecte en intramusculaire, ça ne marche pas aussi bien. Et la difficulté souvent, c'est qu'en fait, si on a un fascia qui est entre deux muscles, on pousse un peu l'aiguille, on a des aiguilles à biseau court qui ne sont pas très coupantes, et au bout d'un moment, le fascia finit par se percer. Mais si on a de l'os derrière, c'est un peu plus difficile. Donc ce qu'il recommande, c'est de tourner l'aiguille, la visser en quelque sorte, pour vraiment percer le fascia. Parfois, on a l'impression qu'on est sur l'os, mais en fait, on est encore dans le muscle. On a le fascia entre l'aiguille et l'os. L'autre chose, c'est que parfois, si on a des patients, en particulier si on a des patients un peu obèses, on a tendance à incliner sa sonde parce qu'on a une espèce de panus adipeux de l'abdomen qui vient. Et ensuite, dans ce cas-là, on ne va pas bien voir le psoas se soulever parce que vous voyez, si vous avez l'aiguille en position 2, en fait, l'élastique local va partir un peu vers l'arrière et ça, on ne va pas aussi bien voir. Alors, est-ce que c'est aussi efficace? C'est une autre question. Donc, on a eu quelques cas décrits d'extension nerf fémoral et de bloc moteur du quadriceps. Alors, ça peut être un certain nombre de choses. Si on injecte en intramusculaire, comme vous savez, le nerf fémoral en fait se trouve dans la capsule, enfin dans le fascia du muscle, donc ça peut diffuser à travers le muscle. Ou si on injecte un volume trop élevé, ça peut aussi diffuser. Et si on injecte soit trop médial, soit trop latéral, donc ça on peut discuter de l'endroit exact où il faut injecter. Et vous voyez que les gens ont essayé de trouver toutes sortes de concepts. Ça peut passer entre les fibres de l'iliaque, il y a des fibres médiales et latérales. Ça peut faire le tour si on injecte un volume trop important et aller vers le nerf fémoral. Donc, une autre chose que je recommande, c'est de bien repérer le nerf fémoral et aussi le latéral de la cuisse. On peut s'approcher du nerf fémoral, surtout chez les patients très minces. Et donc, c'est aussi un problème d'éviter de blesser ces nerfs. Et le latéral de la cuisse, souvent, en fait, il se trouve très près de l'endroit où on va introduire son aiguille. Bon, il y a eu aussi tout un nombre d'études qui ont été rétractées ensuite par un collègue japonais. Et donc, j'ai discuté avec Philippe Peng à l'ESRA en septembre. C'est assez intéressant parce qu'il a un parcours qui est très similaire au mien. Il était chirurgien orthopédiste à Hong Kong. Et puis, il m'a dit il a rencontré une femme qui a décidé d'émigrer au Canada. Donc, il a tout laissé tomber. Il est parti au Canada sans savoir ce qu'il allait faire. Et puis, il s'est retrouvé à faire de l'anesthésie. Et de façon intéressante, en faisant un peu de recherche, on voit que Peng a aussi quelques significations en argot, plutôt britannique d'ailleurs. J'ai jamais entendu ça aux États-Unis. Mais c'est plutôt flatteur. Voilà, donc en conclusion, il faut percer le fascia, le bloc moteur est rare. Généralement, on l'associe avec un bloc du fémoral cutané latéral. Ça marche bien pour les prothèses de hanche, mais peut-être un peu moins pour les pertrocs, intertrocs, etc. Mais c'est quand même assez efficace, je trouve, dans mon expérience. Il y a des études qui montrent que ça marche bien pour les prothèses de hanche par abord postérieur. Je n'ai pas trouvé d'études publiées, il y a quelques abstracts pour l'abord antérieur, mais a priori ça devrait marcher même encore mieux. L'arthroscopie, un peu douteux. Là aussi on a deux études publiées, dont une est petite et l'autre ne montre aucune différence. Donc à suivre. Bon, je vais passer là-dessus. Et donc l'IPAC. Alors l'IPAC c'est intéressant parce que le parcours a été un peu inverse. C'est-à-dire que d'abord,
les gens ont essayé de faire le bloc, et ensuite, ils ont étudié l'anatomie un peu plus en détail. Donc Sanjay Sinha, qui bosse dans le Connecticut, au départ, comme vous le savez, on faisait beaucoup de blocs fémoral continu pour les prothèses de genoux, et il y avait peut-être un tiers des patients qui avaient une douleur postérieure, et parfois on leur faisait un bloc sciatique ou poplité ensuite. Et donc il a eu l'idée au départ de dire on va juste bloquer le nerf tibial, parce que ce qui pose problème quand on bloque le sciatique, c'est que le patient a un pied tombant et ils ne peuvent pas marcher correctement. Donc si on bloque que le tibial, en fait on garde le fibulaire, on va avoir une analgésie, mais en revanche le patient va pouvoir marcher. Et il a montré que ça marchait pas mal. Mais en fait, il a jamais vraiment publié ça de façon formelle. C'est uniquement des abstracts qu'il a montré. Et bon, donc le problème, c'est qu'il y avait quand même une anesthésie de la plante du pied. Les patients disaient qu'ils avaient l'impression de marcher sur du coton. Et il y avait quand même 20% des patients chez qui ça finissait par diffuser au nerf fibulaire. Donc il a eu l'idée en fait de bloquer les nerfs qui vont vers la capsule sans aller trop près du nerf sciatique lui-même ou des branches du nerf sciatique comme le fibulaire. Donc il a publié un abstract en 2012. Et en fait ce qu'il montrait, c'est qu'il y avait deux groupes, l'IPAC et le nerf tibial, que la douleur était complètement similaire, mais qu'en revanche, avec l'IPAC, il y avait 0 bloc moteur dans le territoire fibulaire, et dans le groupe tibial, il y avait un bloc moteur complet, 3 blocs partiels, et aussi des blocs sensitifs. Donc à partir de là, lui, au départ, il faisait le bloc en position de l'équipitus ventral, et puis ensuite, il s'est mis à le faire plutôt en décubitus dorsal. Donc il y a plusieurs techniques décrites, latérale, médiale, aussi on ne va pas entrer dans les détails. Donc ensuite, les gens ont essayé de revoir un petit peu l'anatomie, et donc bon, c'est pas quelque chose de nouveau. Vous savez qu'il y a une étude qui date de 48, 82, etc. Les gens ont étudié ça auparavant, mais donc ils essaient de revisiter un petit peu l'innervation de la capsule postérieure du genou, et Laurent nous avait montré quelques-unes de ces diapos. D'abord, ce qu'ils ont vu, c'est qu'il y a pas mal de variations. Vous voyez que par exemple, la dissection qui est du côté gauche, eh bien, on voit quasiment pas de bleu, la branche postérieure de l'obturateur, alors que dans certaines autres dissections, il y a plusieurs branches qui apparaissent, qui viennent de là. Donc il y a une certaine variabilité d'un patient à l'autre, mais dans l'ensemble, bon, on a un nombre de branches qui viennent du fibulaire, du tibial et de l'obturateur postérieur. Donc c'est finalement modélisable. Et donc voilà, donc, on voit un petit peu en superposant les différentes dissections que ça se recouvre un peu, mais c'est relativement fiable. Et ensuite, bon, une question qui se pose, c'est à quel niveau faire le bloc. Et donc ils ont essayé de faire une étude cadavérique. Donc proximal, c'est un travers de doigt au-dessus du pôle proximal de la rotule, et distal, c'est immédiatement au-dessus des condyles. Donc on voit les condyles, et puis on remonte un tout petit peu de quelques millimètres. Et ils ont injecté uniquement 10 millilitres. Et vous pouvez voir que d'abord, le nerf sciatique et les divisions ne sont pas du tout colorées, et que quand on va en profondeur, on a une bonne diffusion qui va d'un bout à l'autre. Bon, maintenant le cadavre et le patient vivant, c'est parfois un peu différent. Et donc, ils ont là aussi modélisé en 3D, et Laurent nous avait montré ces diapos. Donc, sans surprise, quand on est un peu plus distal, on a une division qui est un peu plus distale au niveau de la partie postérieure du genou. Et ils ont aussi vu qu'une partie de l'injectable pouvait diffuser soit vers le canal des adducteurs, en antéromédial, soit même en antérolatéral un petit peu. Donc il y a aussi une couverture qui va vers l'avant du genou. Et donc ce qu'ils disent dans leur étude, c'est qu'en fait, en regardant les différentes branches, leur impression globalement, c'était que le bloc distal avait l'air de couvrir davantage de branches de façon plus fiable. Et donc ils le recommandaient, mais il reste à voir la clinique.
Et donc ensuite, il y a eu une étude clinique qui vient de Thaïlande, où ils ont comparé un bloc proximal et distal. Et vous voyez qu'en fait, le bloc distal a l'air un peu mieux en termes de douleur et d'absence de bloc moteur. Donc je pense qu'on peut, dans l'ensemble, pardon, la douleur est là. Il y a des éléments pour recommander de faire un bloc un peu plus distal, mais bon, ça reste une étude, donc ça reste à voir. Maintenant, la question c'est, si vous avez un chirurgien qui infiltre le genou pendant la prothèse de genou, s'ils infiltrent la capsule postérieure, est-ce que ça apporte quelque chose de faire un IPAC en plus? Et là, il y a une méta-analyse avec relativement peu d'études, mais en fait, ce qu'ils trouvent, c'est que s'il y a une infiltration, eh bien, ça recoupe un petit peu la ligne médiane, donc il n'est pas clair qu'il y ait un effet. En revanche, si le chirurgien n'infiltre pas, il y a très clairement un effet analgésique de l'IPAC. Pour ce qui est du ligament croisé, là aussi, il y a une étude récente, et je vous montre un peu l'infographique, qui montre qu'en fait, ça réduit la consommation de morphine de 17 mg à 9,7 mg. Bon, est-ce que c'est vraiment significatif du point de vue clinique? C'est discutable. Et il n'y a aucune autre différence en termes de score de la douleur, en termes de rééducation, etc., de performance. Donc, discutable. En conclusion, donc, le bloc moteur est rare, mais c'est possible. Il faut repérer la veine saphène, le nerf fibulaire. Il y a des gens qui disent que c'est un danger potentiel, mais en fait, il y a vraiment très très peu de cas rapportés. Le bloc distal est peut-être un peu plus efficace que le bloc proximal. Donc essayez de voir les condyles, la partie proximale des condyles et de remonter un tout petit peu. Ça a l'air de marcher après les prothèses de genoux s'il n'y a pas d'infiltration. S'il y en a une, je ne suis pas sûr que ça ait vraiment un intérêt. Et puis ça a l'air de réduire la consommation d'opiacés après ligament croisé, mais guère plus. Voilà, donc à suivre. Oui, si vous faites beaucoup d'ALR, vous pouvez transformer votre machine d'anesthésie de façon intéressante. Donc, on a parlé un petit peu des nerfs géniculés, donc je ne vais pas beaucoup m'attarder, mais cette étude a été montrée, c'est l'équipe de Jeff Gadsden à Duke, et je vais poser ensuite la question, je lui ai dit, mais est-ce que vous utilisez vraiment ces blocs de façon habituelle, ou c'est un truc que vous avez fait juste pour publier? Et il m'a dit qu'en fait, lui, il les utilise de façon habituelle pour tous leurs patients. Donc, ils font un cathéter du canal des adducteurs, ils font un IPAC et ils font les blocs géniculés. Ça fait un petit peu beaucoup d'injections. Mais il m'a dit ils n'ont absolument aucun patient qui revient ou qui a des scores de douleur excessifs après la chirurgie du genou. Donc, je vous montre un petit peu. Donc, on a vu ça, je crois que c'était hier ou avant-hier. Donc, il y a plusieurs injections à faire près du fémur, près du tibia. Ce n'est pas forcément des choses que je maîtrise à ce stade, mais je pense que ce n'est pas très difficile à apprendre. Et ils avaient des résultats qui étaient assez bons en termes de diminution de consommation d'opiacés. Voilà. Donc, merci de m'avoir invité. 2023 a été plutôt une bonne année pour moi. Ma fille a fini ses études, donc j'ai plus à payer des milliers de dollars. Et puis, j'ai couru le marathon de New York pour la première et la dernière fois. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions... Merci beaucoup, Arthur. Je pense qu'il y a quelques questions sur cette présentation. Moi, j'aurais une remarque. Il y a une question là-haut, si on peut monter. Je pense que c'était bien de rappeler que on peut accepter un niveau de douleur en post-opératoire autour de 3 ou 4. Et ça, je trouve ça assez pertinent et je suis d'accord avec toi. Par contre, il faut faire attention de ne pas non plus dériver. Et il y a un papier de l'équipe de Kellett où il s'était posé la question de savoir si le fait d'avoir mal pouvait ralentir la kiné levée précoce.
Et ils sont contents, ils concluent non. Mais quand vous regardez, le fait que les patients soient douloureux n'empêche pas de les lever et de les faire marcher. Mais quand on regarde les niveaux de douleur, il y avait des 4, 5, plus ou moins 3, ce qui me semble en post-opératoire absolument inacceptable, parce qu'on sait qu'effectivement la douleur précoce fait le lit de la douleur chronique, et il y a plusieurs papiers qui l'ont montré de façon assez... Donc, sur les blocs que tu nous as présentés, il y a une vraie pertinence anatomique. On est toujours un peu déçu sur les résultats cliniques après. Alors que, anatomiquement, c'est vraiment pertinent, ça paraît complètement logique. Donc voilà, donc ça a l'air bien, on manque encore un peu de littérature là-dessus, clinique, quoi, qui nous montre qu'effectivement, c'est pertinent anatomiquement, mais voilà, que ça se traduit bien. C'est intéressant, les patients arrivent à s'autoréguler en quelque sorte. Il y a beaucoup d'études où on voit que les scores de douleur sont quasiment les mêmes dans les deux groupes, mais il y a un groupe où les gens prennent beaucoup plus d'opiacés, donc ils prennent des médicaments pour réduire leur score de la douleur jusqu'à un certain niveau. Oui, bonjour. Merci pour la présentation et merci d'avoir fait tout ce long voyage pour présenter ces deux blocs. Moi, j'ai 2 questions concernant le PENK bloc. Oui. Que ce soit pour une prothèse de hanche programmée ou une fracture du col. Nous, on le fait systématiquement. Mais je voudrais savoir si c'est pour une prothèse de hanche par voie postérieure, est-ce que vous bloquez le nerf cutané latéral, en plus du PENK bloc? Ça, c'est la première question. Le nerf cutané latéral? De la cuisse. Cuisse, ok. Et puis la deuxième question, parfois on a des patients qui viennent pour fracture du col et qui sont sous clopidogrel. Et comme c'est un bloc profond, le PENK bloc, est-ce que au bout de 2-3 jours, vous l'autorisez? Voilà. Alors, 2 choses. Donc, le bloc, bon, c'est un bloc relativement récent et chacun fait quelque chose de différent, je crois, à ce stade. Il n'y a pas vraiment de systématisation ou d'accord entre tous. Moi, j'ai tendance à faire le fémoral de la cuisse de façon quasi systématique, à moins qu'il fasse un abord antérieur, parce que là, je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Mais certains de mes collègues ne le font pas systématiquement, et je crois qu'on n'a pas encore d'accord bien précis. Pour ce qui est de la deuxième question, dans mon centre, en tout cas, on arrête systématiquement le clopidogrel avant la chirurgie, parce qu'on les fait quasiment tous sous rachis. Donc, je parle de la fracture du col, hein, parce que nous, en France, on les opère assez rapidement. D'accord, pardon, fracture du col. Dans les cas de fracture du col, oui, c'est un bloc relativement profond, quoique si on regarde les images, en fait, on se rend compte que très souvent, chez des patients relativement minces, on est à 2 cm, 2 cm et demi. Maintenant, il y a quelques petits vaisseaux là-bas, mais je pense que si on sait ce qu'on fait et qu'on fait un passage d'aiguille, il y a relativement peu de risques d'avoir un hématome massif. Philippe va nous dire ce qu'il en pense. Pas lui demander. Je n'ai pas le choix. Oui, j'ai beaucoup de respect pour Philippe Penck. Je ne mets pas du tout en cause ses résultats. Il y a 2 très grosses différences avec ce que moi j'ai fait. C'est qu'il travaille sur cadavres et que ce sont des dissections et c'est du bleu de méthylène. Moi, ce que j'ai fait, c'est sur des patients et c'est des opacifications avec des produits de contraste dont la viscosité est tout à fait différente. Donc, on ne compare pas nécessairement tout à fait la même chose. Alors, lui, il avance un concept qui est celui de nos ancêtres de Cro-Magnon lorsqu'ils faisaient du feu. C'est vriller, vriller, vriller en espérant décoller une aponévrose qui est insérée sur une structure osseuse. Une insertion, c'est quelque chose de solide. On peut avoir des concepts, encore faut-il prouver qu'ils fonctionnent. Moi, je n'y suis pas arrivé. J'ai vrillé, vrillé avec de bonnes aiguilles bien pointues. Toute ma solution, ou l'essentiel de ma solution, file non pas entre l'aponévrose et la structure osseuse, mais en intramusculaire. Donc, oui, Philippe, ce qui ne change rien à l'efficacité du bloc, hein, attention, ça ne change rien à l'efficacité, c'est le mécanisme d'action. Lui, il table sur 3 éléments, c'est les fibres qui traversent et qui coulent et qui recouvrent la capsule antérieure, c'est les 2 obturateurs, accessoires et l'obturateur. Nous, on n'a aucune fusée sur l'obturateur. Mais les patients sont plus ou moins bien soulagés. Peut-être que l'année prochaine, on aura plus de réponses. Ça sera publié.